Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, dans notre série Lumière d'Islam, nous allons parler d'une grande figure, d'un empereur, Mansa Moussa. Et pour pouvoir évoquer cette grande figure, j'ai plaisir à vous présenter le professeur Ahmed Djebar. Bienvenue. Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes, je le rappelle pour nos chers amis téléspectateurs, professeur émérite à l'université Lille 1 et vous êtes aussi chercheur, historien des sciences, conférencier. À vos côtés, il y a Marc Moyon. Bonjour, Marc Moyon, et vous êtes maître de conférence à l'université de Limoges. Vous êtes un fin connaisseur et un spécialiste de la circulation des idées, notamment de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, et vous êtes aussi historien des sciences. Alors avant de poursuivre ensemble pour évoquer la trajectoire de vie du roi Mansa Moussa, Kanga Mansa Moussa, je vous convie donc à regarder ce sujet intitulé Le lion du Mali, le roi Kanga Moussa. C'est un sujet signé Mariannick Leguerne. Je m'appelle Kanga Mansa Moussa, 10e empereur du Mali. Il est admis que je suis né vers 1280 et que j'ai régné de 1312 à 1332. Selon Ibn Khaldoun, qui a retracé ma généalogie dans son Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb, j'appartiens à la famille Keïta, les fondateurs de l'empire mandingue du Mali. Comme mon père, comme mon grand-père, j'étais un homme très pieux. Sur l'Atlas catalan, dessiné vers 1375, je suis représenté une pépite d'or à la main. On a dit de moi que j'étais l'homme le plus riche de tous les temps. Le fleuve Niger transportait le produit des mines d'or et de cuivre que recelait mon empire. L'or était transporté sous forme de poudre. Puis il était travaillé par d'habiles artisans. En 1324, je décidai de faire le grand pèlerinage vers la Mecque. Le faste avec lequel je l'ai organisé est resté dans toutes les mémoires. C'est avec une suite de 60 000 hommes, 12 000 esclaves, 80 dromadaires chargés de poudre d'or que j'ai entrepris ce long périple de Niani vers la Mecque et Médine en passant par le Maghreb. On a dit que je bâtissais une mosquée chaque vendredi, là où nous nous arrêtions. Ibn Khaldoun a raconté l'émoi suscité par ma prodigalité, mais pour moi, cette générosité était une obligation religieuse. Cet afflux d'or sur mon passage provoqua paradoxalement une crise économique majeure autour de la Méditerranée. Au Caire en particulier, où j'établis des relations avec le sultan mamelouk. Je rentrai au Mali en 1325. Avec la reprise de Gao au Songhai, je portais l'empire à son apogée. On me surnomma le lion du Mali. Ahmed Djebar, on retrouve là quelques éléments de la trajectoire de vie de Mansa Moussa. Alors, quel est son contexte historique? D'abord, je voulais faire une remarque qui est que c'est un joli petit clip vidéo et qu'il faudrait juste dire avec prudence que toutes les dates qu'on donne en général et tous les chiffres qu'on donne en général, eh bien, sont provisoires. Et prendre avec prudence. Prendre avec prudence, et qu'il faut prendre, disons, des estimations, et c'est largement suffisant d'ailleurs pour comprendre l'importance de ce personnage et de son œuvre. Alors, pour revenir à votre question, et puis une deuxième remarque qui est que, en fait, pour bien montrer l'importance de ce personnage, j'ai pris la liste des pays actuels, des États actuels, qui ont fait partie du Mali. Et d'ailleurs, ça nous permettrait peut-être de faire à la fin une remarque importante. Ah ben nous y reviendrons. Il y a, en plus du Mali, bien sûr, il y a le Burkina Faso. L'actuel Burkina Faso. Oui, absolument, l'actuel Burkina Faso. Le Sénégal, totalement ou presque. La Gambie, la Guinée-Bissau. Le Ghana. Une partie du Ghana.
une partie de la Mauritanie et une partie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est important de dire aussi la Côte d'Ivoire aussi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la partie de la zone des forêts, par opposition à la zone du Sahel et du désert et de la boucle du Niger. Voilà. Là, c'est plutôt la géographie. Maintenant, voilà. C'est l'histoire. Alors l'histoire, c'est les gens, les téléspectateurs peuvent se demander mais pourquoi brusquement un empire qui apparaît? Mais il n'apparaît pas brusquement. En fait, c'est un long processus qui est un double processus. Le premier qui naît à partir de l'islamisation du nord de l'Afrique, avec ses prolongements subsahariens, qui vont commencer, eux, à partir du 8e siècle, où des citoyens des villes-États du Nord, comme la ville de Taert, comme le royaume idrisside, etc., le petit royaume de Tlemcen qui ne va pas durer, qui vont ouvrir des routes commerciales. En État Fès. Voilà, voilà, très bien. Et donc on va ouvrir des routes commerciales ou redynamiser, réactiver les routes commerciales. C'est un long processus qui va aboutir à une islamisation pacifique par les marchands. Et donc ça va aboutir à la création de royaumes dont les dirigeants sont musulmans, mais dont les citoyens ne sont pas tous musulmans. Ils vont garder leurs traditions, à la fois les traditions évidemment religieuses, et puis les traditions orales, culturelles. Bien. Et puis ensuite, avant cela, il y a eu des traditions, des créations de royaumes et d'empires. Il y a l'empire du Ghana, qui va être le premier empire très puissant, qui lui n'est pas dirigé au nom de l'islam, mais qui va avoir des relations très importantes avec l'islam subsaharien et l'islam du Nord. À tel point que de très hauts fonctionnaires, des juristes, des techniciens étaient dans la cour donc, du roi du Ghana ou de l'empereur du Ghana. Bien. Et puis ensuite, Mansa Moussa, c'est le résultat d'un processus strictement malien, si j'ose dire. C'est la fondation de l'empire du Mali par Soundiata Keïta, qui est le premier, puisque le clip a bien dit que Mansa Moussa est le 10e. Et donc là, on voit bien le processus. Alors ce processus va aboutir au fait que les dirigeants vont devenir des dirigeants musulmans, une partie de la population va être islamisée, et l'autre partie va rester donc avec ses croyances traditionnelles. Bien. Et Mansa Moussa donc est le résultat d'un très long processus, mais qui est pacifique presque complètement. Soundiata Keïta a à la fois fait diffuser l'islam d'une manière pacifique, mais aussi d'une manière guerrière. Parce qu'il voulait récupérer les richesses de la région qu'on appelle la région de la forêt, c'est-à-dire le kola, la loi de kola, le cuivre, etc. Voilà. Mais c'était essentiellement une diffusion pacifique. Alors, Marc Moyon, pour revenir au personnage cette fois-ci, son enfance, son milieu, son accession au pouvoir et son milieu familial tout particulièrement. Alors, c'est relativement difficile de répondre à ce genre de questions tellement on est pauvre en sources historiques. Du fait qu'il n'y avait pas des archives consignées. Effectivement, le royaume du Mali n'a pas d'archives écrites. Donc on est là en train de travailler avec trois types finalement de traditions. Une tradition écrite, mais qui nous est parvenue par les auteurs arabes. On en a parlé dans le clip tout à l'heure avec Ibn Khaldoun, mais on aurait pu citer aussi Ibn Battuta ou plus anciennement Al-Umari. Oui. Et puis on a une deuxième tradition qui est une tradition orale, qui est la tradition locale que certains voyageurs ont pu récupérer, où on a des traces de cette tradition orale. Et puis la troisième tradition qui est importante à mentionner ici, qui est la tradition avec laquelle les chercheurs travaillent encore aujourd'hui, qui est la tradition archéologique, c'est-à-dire qu'effectivement on découvre dans les travaux archéologiques des éléments de vie, des éléments du contexte historique qui viennent corroborer finalement certaines hypothèses ou certains faits relatés par les grands voyageurs et les écrits arabes de l'époque. Alors, il y a une tradition pour l'accession au pouvoir, c'est qu'on accompagne à la Mecque celui qu'on va investir. Ça s'est passé comme ça avec lui? Alors, la manière dont on accède au pouvoir dans ce royaume du Mali est relativement peu connue. En tout cas, on a certains éléments, notamment pour Mansa Moussa. On sait qu'il succède à son frère. Et puis, il part donc à la Mecque via le Caire. On y reviendra tout à l'heure, je pense. Et il me semble qu'à ce moment-là, il nomme au royaume du Mali quelqu'un qui prendra les faits et gestes de l'empereur, du roi des rois, Manga. Et donc il ne l'accompagne pas à la Mecque avec lui, il reste au Mali pour gérer le royaume.
Et dans la tradition, c'est cette personne-là qui est désignée au moment du pèlerinage qui prendra la succession le moment voulu. Et ça s'est passé comme ça avec son père en ce qui le concerne, lui. Oui, tout à fait. En fait, il ne faisait que suivre une tradition et que, en fait, la succession par le fils était exceptionnelle. C'est la succession par le frère qui est une tradition africaine, de l'Afrique subsaharienne. Beaucoup de téléspectateurs ne le savent pas. Bien. Le pouvoir était donc, vécu à la fois d'une manière musulmane et d'une manière traditionnelle africaine. Et il n'y avait pas de contradiction dans cette manière de gérer la population. Par exemple, même dans le protocole de Mansa Moussa, évidemment de ses prédécesseurs, il y avait la tradition très stricte par exemple, il avait l'équivalent d'un premier ministre, il avait l'équivalent des préfets, des gouverneurs. Dans les provinces, oui. Absolument. Et la capitale était où finalement? C'est Niani. Mais Niani, jusqu'à maintenant, les chercheurs discutent de son emplacement. Il y a plusieurs hypothèses, et toujours est-il qu'elle a dû exister, peut-être qu'il y a eu plusieurs Niani, enfin bref, c'est vraiment un peu compliqué. Donc pour revenir à la manière de gérer, il y a cette manière de gérer qui est tout à fait musulmane, parce que quand même c'est un empereur musulman, et qui détient aussi sa légitimité par cette spécificité de l'islam qui s'accroche à une très grande civilisation et à une grande religion monothéiste, auprès de ses sujets. Oui. Et puis, son pouvoir, il le détient aussi de cette tradition profonde qui est concrétisée par la présence des griots, par la présence de cérémonies. Marc Moyon, vous avez évoqué vous-même ce pèlerinage, ce voyage. D'ailleurs, si vous pouviez nous donner ces différentes étapes et puis des choses particulières, relatives, inhérentes à ce voyage et ce pèlerinage. Voilà, alors l'étape inévitable qu'il faut absolument retenir, si le téléspectateur veut retenir quelque chose de ce pèlerinage, et finalement de Mansa Moussa, c'est probablement donc son départ pour la Mecque en 1324 ou aux alentours, et il s'arrête donc au Caire. Alors, dans le petit reportage, on donne beaucoup de chiffres sur le nombre de soldats qui l'entourent, sur le considérable. Bon, une suite considérable. On raconte que, effectivement, quand il part pour le pèlerinage, sa caravane ouvre les portes de Tombouctou, alors que lui-même n'a pas quitté sa capitale de Niani. Alors même si on ne sait pas exactement où est Niani, c'est pour donner l'idée générale que c'est une caravane immense qui transporte énormément de richesses, des serviteurs, des soldats, puisqu'il faut en assurer effectivement la sécurité. Il amène avec lui aussi sa concubine, sa préférée, ce qui est assez exceptionnel. Et puis donc il arrive au Caire avec une quantité d'or, dit-on, inouïe. Il est généreux. Musulman pieux, il pratique l'aumône sans limite, et c'est de là que vient ce fameux krach boursier, ou premier krach boursier du bassin méditerranéen, où il dévalue finalement le marché de l'or au Caire, tellement il achète dans les souks du Caire, tellement il distribue son or sous forme de poudre, puisque le Mali ne frappait pas de monnaie ou ne connaissait pas la monnaie. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il achète notamment aussi énormément de livres rédigés en arabe. Ahmed Djebar, quels sont ces liens notamment et ces rencontres avec le sultan mamelouk, Qalaoun? D'abord, quand les autorités mamelouks apprennent l'importance, déjà quantitative, de cette forte délégation, parce qu'ils ne connaissaient pas spécialement ce roi, ils avaient sûrement eu quelques émissaires, eh bien, ils vont préparer un accueil à la hauteur de cet empereur. Et donc, il va être reçu avec un protocole très strict et avec beaucoup de chaleur. D'abord parce que c'est un musulman, ça c'est très très important, et ensuite parce que c'est un empereur reconnu par les siens. Ce n'est pas les musulmans du Nord qui ont décrété que c'était un empereur, un bon ou un mauvais empereur. C'est très important tout cela. Ça veut dire qu'il est le produit de sa société. Et ça, c'est une nouveauté aussi pour les gens du Nord, qui considéraient peut-être que l'Afrique subsaharienne, c'était juste un espace de commerce et de circulation des voyageurs arabes ou berbères ou arabo-berbères. Bien. Et donc là, ils l'accueillent absolument comme un chef d'État. Et ensuite, ils lui créent toutes les conditions. Ils mettent à sa disposition un très haut personnage de l'État, qui va rester avec lui tout le temps pour l'accompagner
Et évidemment, il a discuté avec lui à la fois de culture, de politique, et c'est lui qui rapporte dans ses souvenirs, nous avons donc les souvenirs rapportés par d'autres auteurs comme le Maqrizi plus tard, qui raconte que Mansa Moussa était un jeune homme très cultivé, maîtrisant parfaitement l'arabe. Il a impressionné son auditoire par son savoir. Voilà. Donc c'est une image très positive, et puis l'accueil a été tout à fait officiel. Alors, Marc Moyon, c'est pour le pèlerinage qu'il y va, donc il va à la Kaaba, à la Mecque, et son retour aussi, il revient vers 1325. Oui. Alors, on a très peu de documents et très peu de sources qui nous parlent de son pèlerinage proprement dit à la Mecque. On a d'autres documents qui nous parlent de son retour par le Caire, justement, où là... alors je vous ai parlé déjà de la dévaluation de l'or, donc là, alors soit on lui demande, les sources là divergent un petit peu, soit on lui demande de racheter de l'or à un prix fou pour pouvoir gérer cette crise de l'or qu'il a provoquée un an plus tôt. Pour monter les coûts. Pour monter les coûts. Soit, effectivement, on raconte que sa caravane n'a plus suffisamment d'or pour gérer le voyage jusqu'à Tombouctou, jusqu'au retour, jusqu'au l'Empire du Mali, et donc il doit là emprunter cet or. Bon, ce qui se passe en tout cas, c'est qu'effectivement il emprunte de l'or au Caire à des taux d'intérêt excessivement élevés, et il revient au Mali et il honore ses dettes relativement bien, et il revient au Mali à la fois avec donc des livres, je l'ai dit tout à l'heure, des denrées, des produits du nord de l'Afrique, mais aussi avec des personnes nouvelles qui viennent du nord de l'Afrique, pas du Maghreb en général, ou des Andalousiens, les habitants d'Andalous, cette partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane de l'époque. Et c'est de cet Andalous, justement, qui est issu notamment Abou Ishaq Es-Saïli, fameux architecte. Ça arrive au moment où vous allez vous convier vous-même, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce second sujet de l'émission intitulé Kanga Mansa Moussa, le roi bâtisseur. C'est toujours signé Marie-Annick Le Guern. Regarde. À mon retour du pèlerinage à la Mecque, moi, Mansa Moussa, en homme pieux, j'ai voulu laisser à mon peuple des monuments à la gloire de Dieu. L'empreinte de mon passage sur terre est aujourd'hui encore bien vivace. À Tombouctou, situé au carrefour des voies caravanières et du fleuve Niger, j'ai fait construire la grande mosquée de Djingareiber. Elle est construite en terre crue, et tous les ans, les fidèles, en se servant des piquets plantés dans les murs comme échelles, refont l'enduit. Ibn Khaldoun précise que je me suis entouré des meilleurs architectes de l'époque. Ainsi, le talentueux Abou Ishaq al-Saheli, formé en Andalousie, m'aidait à réaliser ces projets grandioses. J'ai aussi construit l'université mosquée de Sankoré à Tombouctou, à la médersa de Djenné ou à celle de Ségou. J'ai enrichi nos bibliothèques de manuscrits et j'ai encouragé nos savants à en rédiger de nouveaux. J'ai établi des relations diplomatiques avec le Portugal, la Sicile, l'Égypte et surtout le Maghreb. Par de somptueux présents, je faisais découvrir au monde les merveilles qu'on pouvait trouver dans mon pays. Les marchands, attirés par les richesses de mon empire, venaient du Maghreb, mais aussi de Venise, de Gênes ou de Grenade, établissant entre nos nations des échanges culturels aussi bien que commerciaux. Même un personnage de roman, le fameux Pantagruel de Rabelais, fera un voyage dans ce pays que j'avais rendu mythique. Ahmed Djebbal, l'homme est d'une grande culture et d'un grand savoir, il est très riche, il construit des mosquées, des universités, des madrasas, donc c'est un bâtisseur. Oui, absolument, c'est un bâtisseur, et puis il le fait par décision à la fois culturelle et politique. Et politique parce que il veut que son empire ne soit pas seulement un carrefour des produits commerciaux.
un carrefour des marchands. Il veut que son empire atteigne ce niveau qu'ont atteint les autres régions de l'empire musulman, qui est la pratique scientifique, au sens large du terme. La production culturelle, la production scientifique, la production religieuse, au sens de l'écrit. Et donc, il va encourager le développement de l'enseignement de l'arabe. Bon, je voulais juste corriger un peu pour ne pas faire d'anachronisme, il n'a pas construit des universités. Nous les appelons des madrasas. Le mot est technique parce que le modèle a été créé à la fin du XIe siècle par les Seldjoukides à Bagdad. Bien, par les Nizamiya. Oui. Et là, ce sont donc des collèges supérieurs. Ça n'enlève rien à leur valeur. Mais ce sont des collèges supérieurs où on va enseigner à la fois des sciences religieuses et des sciences profanes. Contrairement aux mosquées où on peut les réserver uniquement aux sciences religieuses. C'est cette dimension qui est importante. Or, il a vite remarqué que cette dimension manquait. Et donc, il a pris une initiative sur le plan culturel qui est très très importante. Donc ce sont des madrasas qui vont être les lieux où vont d'abord être attirées les productions culturelles, scientifiques, religieuses, essentiellement d'ailleurs du Maghreb, à cause des routes commerciales ou grâce aux routes commerciales, et surtout, cela va susciter l'apparition d'une tradition locale et régionale de production culturelle, scientifique et religieuse. Et ça, c'est la dimension la plus importante qu'on mettra au crédit de Mansa Moussa. Marc Moyon, quand vous évoquiez sa rencontre avec Abou Ishaq Sahili, l'architecte, alors comment l'a-t-il fait venir et comment a-t-il fait venir d'autres enseignants, d'autres savants, d'autres architectes? Alors, ce serait reconstruire l'histoire peut-être que de dire exactement comment il les a rencontrés et surtout comment il les a fait venir. Je pense qu'il a voulu que son royaume, l'Empire du Mali, se dote de grandes structures d'enseignement liées à l'islam, mais pas seulement, puisqu'on a vu avec le professeur Djebbar la notion de science profane. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et du coup, dans cette grande caravane qui revenait de la Mecque, il a rencontré des gens, il a su s'entourer d'érudits, s'entourer de livres, s'entourer de curieux du texte, le Coran, ou de théologie, mais aussi de sciences liées à la gestion de la cité. Alors pour les mathématiques ou pour l'astronomie par exemple, la création de calendriers lunaires ou le calcul de la détermination de la Qibla, etc., etc. Qui est l'orientation pour la prière. Voilà. Ça, je le dis pour les téléspectateurs. Oui, merci. Et donc effectivement, le Mali, il faut bien voir qu'à son retour du pèlerinage, a une existence propre maintenant dans le bassin méditerranéen. Alors qu'avant Mansa Moussa, peut-être qu'on ignorait même l'existence d'un tel espace, d'un tel territoire. Après son pèlerinage, d'abord Mansa Moussa est connu et puis son royaume est connu. La conséquence, ça va être de voir apparaître, et on l'a vu dans le premier clip vidéo tout à l'heure, de voir apparaître le royaume du Mali et Mansa Moussa sur l'Atlas catalan réalisé à la fin du XIVe siècle. Et donc, comme tel un aimant, le royaume du Mali va réussir aussi à attirer les gens curieux de sciences, de théologie, et puis, effectivement, vous l'avez dit, roi bâtisseur, c'est un pays qui finalement ouvre ses portes. Ce royaume devient le lieu à la fois du savoir et du rayonnement culturel. Et quels sont les liens, les relations avec notamment les royaumes européens? Les premières indications qui nous parviennent, c'est que les Portugais vont très vite être intéressés par cette région. Pas tellement pour le bien d'ailleurs de l'Empire et de la région. Mais sinon, les relations les plus importantes que nous connaissons, ce sont les relations avec le nord de l'Afrique, avec le Maghreb. Alors, quel est l'héritage qu'on pourrait mettre à son actif et qu'on pourrait mettre en exergue maintenant du royaume ou de l'empire de Mansa Moussa? Alors, en ce qui me concerne, en étant historien des mathématiques, ce qui, moi, m'a fait intéresser à ce royaume du Mali et ce qui, je pense, peut intéresser les téléspectateurs, c'est justement cette mosquée Sankoré qui deviendra madrasa
collège supérieur, hein, où on enseigne à la fois les sciences religieuses et les sciences profanes, où effectivement aujourd'hui, et on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, il y a un mythe autour de Tombouctou et autour de cette mosquée Sankoré, mosquée madrasa, et ces milliers de manuscrits. On raconte que dans cette madrasa, il y a pu avoir jusqu'à 25 000 étudiants, et sa bibliothèque était l'une des plus riches de l'Afrique, avec peut-être jusqu'à 700 000 manuscrits. C'est un lieu grandiose, d'un haut niveau scientifique et culturel. Ahmed Jabbar, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Quelle reconnaissance attend ou peut-on avoir pour Mansa Moussa maintenant? De quoi jouit-il auprès, disons, de nos contemporains? Beaucoup de nos contemporains, malheureusement, retiennent uniquement l'image du faste. Et de l'homme riche. De l'homme riche. Il y a aussi l'homme pieux, le médiateur très important de la diffusion pacifique, éclairée de l'islam maghrébin, qui va devenir aussi un islam subsaharien avec ses spécificités. Il est aussi l'initiateur, après évidemment la phase de démarrage à partir du XIe siècle en particulier, vraiment le vrai initiateur d'une tradition scientifique qui va être représentée par des pôles scientifiques. Le CLIP a donné 3 noms très importants. Et le CLIP a dit les choses qui sont reconnues par les spécialistes. Oui. Il y a Tombouctou, il y a Djenné et il y a Ségou. Et donc ces 3 villes, ce n'est pas par hasard que c'est à partir de la dynamique, la nouvelle dynamique de Mansa Moussa, qu'elles vont devenir et rester pendant longtemps jusqu'à la période de la colonisation, pour Ségou en particulier Tombouctou, qui vont devenir, en plus de centres religieux, des centres de production et de diffusion du savoir dans toutes ses dimensions telles que ce savoir a été connu et produit en pays d'islam. Et cette dimension, c'est Mansa Moussa qui la représente historiquement. Merci beaucoup Marc Moyon d'être venu nous éclairer sur ce grand personnage, sur cette grande figure. Merci Ahmed Jabbar de nous avoir enseigné avec cet empire de Mansa Moussa. Avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission et qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Eh bien, de vous deux, puisque vous avez collaboré à produire cet ouvrage « Les sciences arabes en Afrique », mathématiques et astronomie du 9e au 19e siècle, donc toujours en Afrique. Ahmed Jabbar et Marc Moyon aux éditions Grand Vaux. Ce livre de Cheikh Gueye, Touba, la capitale des Mourides, aux éditions Karthala. Et puis, bien entendu, le grand historien Ibn Khaldoun, le livre des exemples, avec son histoire des Arabes et des Berbères au Maghreb. Mais bien ce qui nous a intéressé aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc c'est aux éditions La Pléiade, chez Gallimard. Et puis le dictionnaire historique de l'islam de Janine et Dominique Sourdel aux presses universitaires de France. Chers amis, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour découvrir un autre grand personnage. Et d'ici là, je vous souhaite déjà un bon dimanche et une excellente semaine. À très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim